Alors effectivement, je suis ravie d'intervenir après Maria Pilar parce qu'il va y avoir aussi des liens par rapport à tout le souhait justement de responsabilité sociale dans la formation et vraiment ça fait tout à fait le lien. Je rappelle que donc je suis toujours salariée du CNGE et expert en pédagogie et c'est mon seul lien d'intérêt. J'ai découvert il y a pas mal d'années maintenant cette idée du rêve de l'OMS du médecin 5 étoiles. Donc c'était Charles Bollen à l'époque qui avait publié en 92 quel pourrait être le médecin 5 étoiles, celui qui a ces grandes compétences et un petit peu le début justement de cette réflexion sur les compétences, qui serait un soignant mais aussi quelqu'un qui travaille en équipe, qui est leader en santé dans sa communauté, qui communique et qui est gestionnaire. Et l'idée de se dire, finalement, la formation, il faudrait qu'elle serve à quelque chose, et en particulier aux populations auxquelles seront confrontés les praticiens. Et c'est pas tout neuf. En 1910, il y a le fameux rapport Flexner qui avait déjà commencé à réfléchir, à se dire, bon, il y a plein d'écoles de médecine, ils apprennent plein de choses, mais on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et puis au final, les gens ne sont pas si bien soignés que ça. Comment on pourrait aller faire mieux et remplacer cette médecine un petit peu artisanale, on va dire, par une médecine scientifique, clinique, et de se dire comment on peut créer des lieux qui soient à la fois du soin, mais aussi de la recherche et d'éducation médicale. Et dans les fin des années 90, il y a aussi la Federation for Medical Education, pardon pour mon accent, qui avait commencé à élaborer des standards en disant voilà comment on pourrait faire pour faire une formation internationale de qualité pour nos futurs médecins, avec deux grands principes, en se disant qu'il y a des données communes, des facteurs communs de formation et de pratique, quel que soit l'endroit où exerce le médecin, mais il y a aussi des écoles médicales qui doivent s'adapter au contexte. Et comme tout à l'heure, Maria Pilar disait qu'il fallait être inclusif, effectivement, on ne va pas forcément soigner les médecins généralistes de la même façon en Europe, en Afrique, en Asie, etc. Et donc, je vous donne juste un exemple qui m'a interpellée par rapport au processus de formation dans les standards de la WFME. C'était, par exemple, les modalités de formation pour avoir un standard de qualité souhaitable, alors c'est l'idéal en fait, on va dire, entre autres que la formation doit être encadrée, qu'elle doit être aussi accompagnée d'une rétroaction régulière et que les étudiants peuvent bénéficier de séances de supervision régulière. Et tout ça, ça m'amène à me dire qu'on est dans la bonne voie, puisque effectivement en médecine générale, en France en tout cas, on a vraiment choisi cette façon de former les étudiants. On en parle souvent, Alma-Ata, puis Astana, et j'ai fait une petite image de la capitale maintenant d'Astana, parce que je la trouve assez belle cette photo. Mais c'est déjà en 78, on se disait, mais comment on pourrait faire une médecine plus socialement responsable? Comment on pourrait mettre au cœur de la santé un médecin de soins primaires de qualité et qui permettent de lutter contre les inégalités d'accès aux soins, contre les inégalités de financement de la santé, et en disant, voilà, comment on s'appuie sur les différentes ressources territoriales pour arriver à faire de la formation de qualité. En France, en 2003, il y avait eu un colloque qui s'appelait « Vers l'unité pour la santé », qui avait déjà réfléchi justement à intégrer encore cette qualité de responsabilité sociale. Et à nouveau, Charles Bollen était là. Je vais en parler à plusieurs reprises dans cette présentation parce qu'il porte cette idée de la responsabilité sociale en santé. Et il avait proposé donc ce fameux pentagone du partenariat en se disant pour être un médecin socialement responsable, il va falloir qu'on travaille avec les décideurs politiques, avec les gestionnaires de santé, avec les professionnels de santé, avec les communautés et donc les patients, et les instituts académiques, donc ceux qui forment les futurs médecins. Donc vraiment se dire, les facultés doivent prendre leur part dans ce processus. Et d'ailleurs, peu à peu, ça a permis la formation d'un groupe international de référence, donc qui comportait 130 différentes formations internationales pour réfléchir à comment les facultés de médecine pourraient améliorer justement leur réponse dans les futurs défis, et aussi comment on pouvait renforcer, y compris dans l'accréditation, l'évaluation, etc., pour mesurer et après les progrès à faire en termes de formation médicale. Donc ça avait donné lieu à une ronde Delphi qui a permis l'instauration d'un consensus mondial des facultés de médecine pour dire voilà, c'est quoi notre responsabilité de formateur en termes de facultés de médecine. Et donc, je ne vais pas vous les lire dans l'ordre, mais en gros, il y avait 10 grands axes pour permettre de dire, voilà, une faculté de médecine socialement responsable, il faut qu'elle s'inscrive dans ces 10 grands actes pour pouvoir avoir cette accréditation. Et en France,
Comme beaucoup de pays, d'ailleurs encore maintenant, les médecins généralistes au départ étaient des médecins généralistes qui étaient juste pas spécialistes, donc ils se formaient plus ou moins sur le tas, ils n'avaient pas de spécialité, ils n'avaient pas de formation vraiment spécifique, ils n'avaient pas de cadre de pratique explicite, pas forcément de concept, etc. Ça s'est mis vraiment en œuvre assez tardivement. Et puis la FMC, en plus, qui se mettait en place à ses balbutiements, était quand même essentiellement faite par des spécialistes d'autres spécialités pour nous former. Bref, la responsabilité des médecins généralistes n'était pas très incluse. Néanmoins, petit à petit, cette formation des médecins généralistes a été confiée à des départements de médecine générale. Ça s'est créé avant même la filière de médecine générale. Et on est passé de quelques demi-journées de formation. Alors, je parlais de mon époque où c'était 15 demi-journées de formation. C'était la folie. On allait voir 15 fois 2 heures dans un cabinet de médecine générale comment ça se passait pour être un généraliste à la sortie. À maintenant 4 ans avec 2 ans de médecine générale prévus dans le cursus. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, on s'appuie sur les objectifs institutionnels d'université en essayant d'avoir des curriculums qui sont orientés vers les populations, c'est-à-dire qu'on va former des médecins qui savent répondre aux besoins des populations. C'est pas juste des sachants, parce que ça a été longtemps ça, le médecin il savait beaucoup de choses, mais au moment d'agir il était en difficulté. Et puis aussi avec de l'efficience, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on travaille avec les ressources qu'on a. On n'a pas les mêmes ressources en Europe ou en Afrique par exemple, donc nous en France, qu'est-ce qu'on a comme ressources ? On forme avec équité, c'est-à-dire qu'on s'adresse aussi bien aux populations vulnérables dans notre approche. Et pour ceux qui sont au fait des familles de situation, on a notre famille 10 qui parle particulièrement des patients précaires. C'est important pour nous de former les médecins à cette approche-là, mais aussi à l'égard des étudiants. Et j'entends bien que les étudiants actuellement sont inquiets. Néanmoins, notre filière est la plus attentive, je pense, vraiment à la qualité de la formation et de l'encadrement des étudiants. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on veut une qualité, former des étudiants à des compétences, à des savoirs agir, et qui soient capables vraiment, au sortir de la formation, d'être médecins vraiment avec toutes leurs compétences. Donc à chaque fois, à chaque rentrée, en fait, il faut les accompagner, ces étudiants, en leur disant, voilà, on va vous accompagner, il y a un chemin qui va être assez long et qui finalement se termine pas vraiment. Vous allez continuer, même en étant des professionnels aguerris, vous allez continuer sur ce chemin pour avoir des soins de qualité, des soins de premiers de qualité qui soient plus efficients, plus équitables et plus pertinents. En ce qui concerne l'implication des départements de médecine générale, donc depuis quand même pas mal d'années, et maintenant cette marguerite c'est l'ancienne, moi je préfère les couleurs de celle-là, c'est pour ça que j'ai laissé celle-là, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on a basculé dans ce qu'on appelle l'approche par compétence. Il y a eu vraiment une décision à un moment des DMG de se dire bah oui, on y va, c'est quand même ça qui va permettre une meilleure formation, plus professionnalisante. On a mis en place un DES avec des compétences qui ont été décrites, qui ont été publiées, et en particulier celle qui s'appelle professionnalisme, mais aussi autour d'une compétence centrale qui est l'approche centrée patient et tenant compte de l'approche globale. Et si je reprends pour la définition du professionnalisme, donc la capacité à assurer l'engagement envers la société et à répondre à ses attentes, de développer une activité professionnelle en privilégiant le bien-être des personnes par une pratique éthique et déontologique, améliorer ses compétences par une pratique réflexive, dans le cas de la médecine basée sur des faits probants, et assumer sa responsabilité des décisions prises avec le patient. Donc ça, c'est vraiment professionnalisme, c'est vraiment la base du fait d'être un professionnel de médecine générale. J'ai rajouté quelques composantes pour se rappeler justement le lien avec la responsabilité sociale. C'est par exemple en agissant avec altruisme et sans discrimination, en favorisant l'accès équitable aux soins pour tous, en fondant ses choix sur l'intérêt du patient, mais aussi sur la gestion pertinente des ressources. Et juste un petit clin d'œil entre guillemets, parce qu'on parle de la phase de consolidation, et déjà il existe une grille d'évaluation du niveau de compétence de fin de phase de consolidation, même si pour l'instant évidemment elle n'a pas été utilisée avec les étudiants puisqu'on n'a pas eu à évaluer ces étudiants, mais n'empêche qu'il existe pour professionnalisme une capacité commune qui s'appelle la responsabilité sociale et qui permet d'évaluer que l'étudiant effectivement en fin de formation partage la responsabilité des décisions avec le patient, intègre dans ses décisions une gestion pertinente des ressources de soins, participe à des actions en vue du rayonnement de la discipline, assume sa responsabilité envers le patient et la société et prend en charge le patient avec altruisme. En termes de perspective, parce qu'évidemment on ne peut pas s'arrêter là,
il faut qu'on tienne compte dans nos programmes hors stage des composantes de cette compétence. C'est déjà le cas parce que dans l'idée justement de tout ce qu'on a travaillé sur le hors stage pour la phase de consolidation en particulier, mais même déjà dans les 3 premières années, on fait travailler la compétence professionnalisme. Elle va être encore plus ancrée dans cette phase de consolidation. L'idée, c'est aussi de faire travailler les étudiants dans leur portfolio à cette responsabilité sociale, à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour eux en tant que futurs praticiens de s'inscrire dans cette valeur-là, et ce qui permet la construction d'une identité professionnelle forte, puisqu'effectivement, de partager ces valeurs, c'est comme ça aussi qu'on construit son identité professionnelle. Et moi, j'ai très envie de profiter de la phase de consolidation pour justement développer et renforcer cette compétence, que vraiment on ait quelque chose de commun, un socle commun en termes de responsabilité sociale et de professionnalisme. Et bien sûr, il faut former les maîtres de stage pour qu'ils ne restent pas à la traîne, entre guillemets, dans cette compétence-là. Et j'aurais envie aussi d'inciter les jeunes médecins, pas seulement les jeunes d'ailleurs, mais les jeunes médecins à s'engager dans le processus international qui est fait. Alors je fais la pub du RIFRES, j'ai pas d'action chez eux, j'ai travaillé avec eux pas mal, et c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer justement Charles Dolène qui l'a présidé longtemps, je crois qu'il change là, tout récemment. Mais voilà, il y a des webinaires en ligne que vous pouvez regarder, et il y a des congrès. L'idée c'est vraiment de réfléchir la place du médecin dans le système de santé et comment il peut développer sa responsabilité sociale, et puis intégrer, il y a aussi un travail qui est fait par le RIFRES, et récemment, là, en 2024, a été publié les responsabilités du médecin socialement responsable, les compétences du médecin socialement responsable. Donc, s'intéresser aussi à comment intégrer ces compétences-là qui ont été définies dans notre référentiel. Et je voulais vous montrer une image que je trouve assez sympa, puisque le médecin socialement responsable, lui, il n'a pas une marguerite, mais il a un gouvernail. Donc ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait justement dans un des webinaires qui a eu lieu en mai 2025, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, parce que c'est vraiment très intéressant sur médecin d'avenir socialement responsable, utopie ou prochaine réalité. Et avec donc ce gouvernail qui reprend maintenant non plus 5 étoiles, mais 6, on va dire, l'expertise clinique, l'éthique, l'érudition, le leadership, la gestion et la réflexivité en professionnel. Voilà, je vous remercie.